Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette deuxième vidéo consacrée au burn-out. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le processus de burn-out, ses manifestations, ses causes et les risques qu'il engendre. Alors, les étapes du burn-out. Dans une précédente vidéo, on a vu les trois étapes décrites par Anseli, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'effondrement. Quant à Herbert Freudenberger et Christina Maslach, eux ont décrit un processus en quatre phases. Donc, on retrouve la phase d'alarme quand on est exposé à une situation qui va générer un stress ponctuel qu'on pourrait aussi appeler une phase d'engagement, une phase donc de résistance, ce qu'on a aussi évoqué comme étant le stress chronique, ou une phase de surengagement. Et puis, eux vont parler d'une troisième phase qu'ils appellent la rupture, qui est une phase d'acharnement. Et enfin, et là on retrouve la troisième phase de Anseli, mais qui pourrait être une quatrième phase, qui est la phase d'épuisement ou d'effondrement. Le docteur Leschemia, quant à lui, va décrire en fait le burn-out en six étapes. Donc je rappelle, le docteur Leschemia est pionnier dans la prise en charge du burn-out en France. Et donc, ces six étapes, en fait, elles peuvent se regrouper en trois grandes phases qu'on retrouve à gauche sur l'écran. Une phase de stress, une phase de burn-in et enfin une phase de burn-out. Donc, dans la phase de stress, on va retrouver ce qu'on appelle le stress normal ou le stress aigu, ponctuel. On va également trouver ce qu'on va appeler le surstress maîtrisé, qui correspond à la phase d'alarme chez Anseli. Puis ensuite, on va entrer dans une phase qu'on va appeler de burn-in avec le surstress dépassé, cette fameuse phase de résistance, là où on va aussi trouver ce qu'on appelle le stress chronique. Et puis, la phase de basculement. Et enfin, le burn-out en tant que tel avec la phase de rupture et enfin, l'étape de rupture et l'effondrement. Donc, ce qui va, et ça c'est important de le comprendre, ce qui va amorcer en fait le processus de burn-out, c'est le surstress. C'est pas le stress, c'est le surstress. Euh, donc, une première étape, on va dire, c'est l'étape qui va nous faire passer en fait du stress au burn-in, c'est-à-dire qui va nous faire passer de la maîtrise du surstress maîtrisé au surstress dépassé. Euh, donc, quand le stress dure de 1 à 3 mois, euh, la personne va entrer dans une première phase qui va être le stress chronique ou ce que le docteur Leuchémia préfère appeler le surstress. Mais ici, on est sur du surstress maîtrisé. C'est-à-dire c'est une étape qui va correspondre à la phase d'alarme chez Anseli, mais aussi chez Maslach. La personne, elle est engagée, elle est enthousiaste, elle se rend hyper disponible. Parfois, elle peut présenter quelques attentes irréalistes par rapport à son travail. Euh, mais ce qu'on observe surtout ici, c'est qu'il y a un équilibre en fait entre les ressources énergétiques et les dépenses, c'est-à-dire ce dont elle a besoin pour faire face et les ressources qu'elle a à disposition. Alors même si la surcharge de travail augmente, la dépense énergétique augmente de surcroît, la récupération va permettre en fait de reconstituer les ressources. D'accord? Donc il y a une forme d'équilibre encore. La personne est comme en mode marathon, et le cortisol va ici prendre le relais de l'adrénaline, en fait, pour tenir dans la durée. Donc le taux de cortisol est ici élevé pour permettre justement de faire face et d'adapter nos organes. Euh, les surrénales, elles, vont rester contrôlées par l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est pourquoi la sécrétion de cortisol va baisser automatiquement dès que l'on se repose, et ce qui permet en fait de pouvoir récupérer, même si la demande énergétique est importante. Deuxième étape, c'est le burn-in. C'est-à-dire que quand le stress va durer au-delà de 3 mois, en fait, la personne, elle va entrer en phase 2. C'est-à-dire qu'elle va passer du surstress maîtrisé au surstress dépassé.
Euh, et cette phase de burn-in, certains l'appellent donc phase de résistance ou bien phase de déni habituation. La personne ici, elle se surengage, elle se surinvestit. Et à cette étape, en fait, et c'est pour ça qu'on parle de surstress dépassé, c'est qu'il y a un déséquilibre, en fait, entre les ressources qu'elle a à disposition et les dépenses énergétiques qu'elle doit faire. Donc la personne travaille encore plus, elle travaille plus longtemps, elle réduit son temps de récupération et elle est donc clairement en surstress dépassé. Et à ce stade, en fait, le taux de cortisol va s'emballer euh, et il ne va même plus baisser, hein, même si elle est en repos parce que le cerveau n'arrive plus en fait à réguler. Ce qui va se passer, et là ça va être intéressant, c'est que le cortisol s'emballe et en s'emballant, en fait, il va, entre guillemets, faire disparaître les symptômes présents dans la première phase. Hein, tous ces symptômes que l'on connaît quand on est en stress. Euh, et ce, du fait de l'intervention combinée des endorphines, d'une part, donc ça c'est vraiment hormonal, et puis par ailleurs, de quelque chose qui est probablement un peu plus mental, qui est le déni habituation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître qu'on est en difficulté, et puis il y a le phénomène, vous savez, de l'habituation, un peu comme la grenouille, qu'on plonge dans l'eau fraîche, et puis on fait augmenter la température, et puis ben, la grenouille s'habitue, 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 puis à un moment donné, l'eau bout, et comme elle s'est habituée à la température, eh bien, elle meurt. Donc, le risque, il est important là, c'est qu'il y a comme un phénomène un petit peu d'endormissement, hein, comme si on ne se rendait pas forcément compte parce que les éléments physiologiques ne sont plus vraiment présents et puis que mentalement, bah, quelque part, on s'arrange avec soi-même et on continue finalement à tenir. Et le corps n'étant plus vraiment un signal d'alerte, en fait, éventuellement pour nous dire attention, là, ça va pas. Et donc le cortisol, qui avant était un anti-inflammatoire, va devenir pro-inflammatoire. Euh, donc le cortisol va, on pourrait dire littéralement, enflammer le cerveau et il va attaquer plus précisément le cortex préfrontal, qui est le siège des fonctions cognitives supérieures, comme le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, et puis ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Il va s'attaquer à l'amygdale, hein, qui est le siège de la peur et de la survie, et à l'hippocampe, qui est le cerveau de la vie relationnelle et de la mémoire. À ce stade, donc de surstress dépassé, il est encore temps de s'arrêter et de faire marche arrière. Sinon, on va inévitablement se diriger vers le basculement. Le basculement, c'est en général au-delà de 6 mois de surstress. Le cortisol et l'adrénaline commencent à diminuer, hein, mais la volonté reste intacte. La personne se dit, il faut que je continue, même si elle a conscience qu'elle est moins efficace. Elle va s'acharner, elle va vivre aussi ses premières désillusions, c'est-à-dire qu'elle est là sans être vraiment là. Euh, Parfois, on peut entendre des personnes dire, ah ben je comprends pas, je bosse comme un dingue, mais je suis de moins en moins efficace. Et on dit parfois que la personne est en mode robot, hein, elle est là sans être là. Cette étape de basculement, elle se caractérise par une perte d'efficacité au travail, mais surtout par un retour en force des symptômes, en fait, comme l'insomnie, la peur de ne pas réussir à dormir, l'isolement qui devient nécessaire pour pouvoir se concentrer. Il peut y avoir une forme un peu de parano, quelques bugs cognitifs, problèmes d'attention, de concentration, de mémoire. Et cette étape, elle est vraiment critique. Et donc, il est vraiment important à cette étape de dire à la personne qu'elle frôle le burn-out et que c'est le bon moment, en fait, d'aller consulter son médecin traitant et de s'arrêter surtout. Pourquoi? Parce que la personne récupérera d'autant mieux qu'elle s'est arrêtée avant de tomber et parce que ne pas réagir ici, à cette étape-là, va impliquer des dommages irréversibles avec des conséquences graves pour la vie ultérieure. Donc, c'est vraiment important, cette étape-là, elle est vraiment charnière. Si on ne s'arrête pas à cette étape-là, eh bien, on bascule dans ce qu'on appelle la phase de rupture, hein. Ici, le cortisol et l'adrénaline vont baisser fortement. Les symptômes vont être encore plus forts et la démotivation massive. La personne est carrément en mode zombie. Et puis ensuite, il y a l'effondrement, qui est l'étape ultime, celle que l'on appelle dans le langage familier le burn-out, hein, qui est vraiment voilà, l'étape qui signe, je dirais, l'effondrement à proprement parler. C'est une étape de forte démoralisation, d'angoisse, d'épuisement physique, hein. La personne ne peut plus se lever,
Parfois même, elle quitte carrément son poste de travail. On a vu comme ça des personnes qui quittaient une réunion de travail vraiment en mode robot, quoi. Voilà, comme si elle était complètement déconnectée de ce qui se passe et avec une totale déconnexion par rapport aux enjeux éventuels euh, qui étaient là présents. Un peu comme un compteur électrique qui disjoncte en fait, hein, et en une fraction de seconde, voilà, il n'y a plus de lumière, voilà, il n'y a plus personne, quoi. Euh, à cette étape-là, en fait, la dopamine va s'écrouler, hein, ce qui va se traduire par un effondrement psychique. Ça peut être une crise de panique, un malaise vagal, de la dépression, des bouffées délirantes, parfois de tentatives de suicide. L'effondrement il peut être physique, hein, ça peut être un AVC, un infarctus, un lymphome, des maladies inflammatoires, bref, un véritable effondrement. Alors, quelles sont les caractéristiques et les grandes catégories de symptômes, hein, que l'on peut observer? Alors, Christina Maslach, elle en a répertorié 132 qui sont donc des signes d'épuisement et que l'on regroupe généralement en 5 catégories. Donc, il y a les symptômes physiques, émotionnels, comportementaux, motivationnels et cognitifs. Donc, quelques exemples dans les symptômes physiques, par exemple, on pourra noter l'asthénie, les troubles du sommeil, les troubles musculo-squelettiques comme les lombalgies, la cervicalgie, les crampes, les céphalées, les vertiges, l'anorexie, les troubles gastro-intestinaux, par exemple. Dans les symptômes émotionnels, on pourra trouver l'anxiété, la tension nerveuse, tension musculaire, l'humeur triste, le manque d'entrain, l'irritabilité, l'hypersensibilité, l'absence d'émotion. Dans les symptômes comportementaux ou interpersonnels, on pourra observer par exemple un repli sur soi, de l'isolement, un comportement agressif, parfois violent, une diminution de l'empathie, du ressentiment, de l'hostilité, une augmentation de comportements addictifs. Dans les symptômes motivationnels, on pourra voir du désengagement, une baisse de motivation, baisse de morale, un effritement des valeurs associées au travail, des doutes sur ses propres compétences, une remise en cause professionnelle, de la dévalorisation. Et puis enfin, dans les troubles cognitifs, ben, on observera par exemple des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, une difficulté à planifier, à résoudre les problèmes, à raisonner, hein. Donc autant de symptômes dont il est important, auxquels il est important de porter attention. Alors, vous l'aurez probablement compris, hein, le burn-out, c'est vraiment un trouble de l'énergie, en fait. C'est-à-dire que c'est un trouble qui nous pompe notre énergie. Euh, Avec le burn-out, on a moins d'énergie et avec peu d'énergie, ben, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. La tête, elle nous dit bien qu'il faut redémarrer, hein, mais le corps ne suit pas, en fait. Et donc, ça engendre de la culpabilité parce que le corps, il ne suit pas en fait. Il n'arrive pas à faire ce que la tête aimerait qu'il fasse. C'est comme si notre véhicule était à l'arrêt par manque de carburant en fait. Dans son guide du burn-out, Anne Evra, elle partage sa théorie du flux d'énergie. Euh, Elle nous dit que voilà, on est tous nés en fait avec un flux d'énergie, hein, qui est bien rempli et qui fluctue, hein, tout au long de notre vie. Parfois, on puise dans ce flux d'énergie pour justement se remplir, nous ressourcer. Euh, on peut d'ailleurs aussi reconstituer, hein, ce stock quand on a un sommeil réparateur. Et une personne qui est en burn-out, eh ben, en fait, elle a vidé son flux d'énergie. C'est-à-dire qu'elle a puisé, puisé, puisé. Et on l'a vu, à un moment donné, elle arrive à récupérer, mais à un moment donné, elle n'arrive plus à récupérer. C'est-à-dire que le flux se vide sans possibilité justement de reconstituer son stock. Euh, et donc, comme elle a vidé son flux d'énergie, en fait, il faut qu'elle le reconstitue et qu'elle reconstitue son potentiel et un potentiel suffisant pour pouvoir se remettre en marche, en fait. Et donc, ça suppose de faire le strict minimum, de se reposer et de ne rien faire. Par exemple, de faire des siestes, par exemple, de lâcher certaines choses, hein, des habitudes, des croyances, des convictions. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est la maladie du trop et du pas juste, en fait. C'est qu'on a fait trop et on a fait des choses qui n'étaient pas justes par rapport à ce dont on a besoin. Donc, c'est important quand une personne
arrive à ce stade de burn-out, donc d'épuisement, d'effondrement en fait, euh, d'accepter, et pour la personne elle-même, d'accepter effectivement de ne rien faire. Et ça peut être compliqué parce que souvent, les personnes qui s'effondrent sont des personnes qui étaient justement très engagées, très actives. Et donc, c'est compliqué pour elles d'accepter de ne rien faire et de se voir ne rien faire. Donc, pour comprendre cette fatigabilité, c'est-à-dire cette propension plus ou moins grande à être fatigué, on peut évoquer ce qu'on va appeler la théorie, enfin ce qui s'appelle, parce qu'on peut, ce qui s'appelle la théorie des petites cuillères, et qui a été mise au point par Christine Miserandino pour faire comprendre en fait simplement le quotidien qu'elle vivait en tant que personne souffrant de lupus. Euh, donc pour résumer sa théorie, en fait, elle nous dit qu'on dispose en fait tous d'un stock plus ou moins grand de cuillères chaque jour. Et les actions qu'on va accomplir dans cette journée, elles vont coûter en fait un certain nombre de petites cuillères. Par exemple, bah, prendre sa douche, ça compte une petite cuillère. Quand on se dispute au bureau, c'est peut-être trois petites cuillères. Et puis, il y a aussi des activités qui, au contraire, vont être ressourçantes et qui vont peut-être nous permettre justement de remplir peut-être une, voire plusieurs petites cuillères. Donc, vous voyez, il y a une espèce de juste équilibre qui va se trouver entre les petites cuillères qu'on dépense et puis celles qu'on va plutôt reconstituer à travers des activités ressourçantes. Et puis, à la fin de la journée, ben, on fait les comptes. Si j'ai utilisé presque toutes mes petites cuillères, ben, je vais être fatiguée et je vais aller me coucher en espérant que le sommeil soit réparateur. Et puis, si c'est le cas, ben, le lendemain matin, je vais me lever en pleine forme avec à nouveau toutes mes petites cuillères remplies. Par contre, si je me réveille fatiguée, bah, je ne vais peut-être pas disposer de toutes les petites cuillères dont j'aurais peut-être besoin pour faire face à la journée. Et donc, on ne se réveille pas nécessairement tous les matins avec la même énergie et le nombre de cuillères à dépenser n'est jamais fixe, hein. On peut en avoir un peu plus si on est bien reposé ou un peu moins si on s'est peut-être moins reposé ou si on a été malade, on a attrapé un rhume par exemple. De la même manière, toutes les personnes n'auront pas la même difficulté à réaliser des actes quotidiens. Par exemple, pour certains, une dispute, ça va être 5 cuillères, pendant que pour une autre personne, peut-être qu'une dispute, ça sera qu'une seule cuillère. Donc tout ça pour dire qu'une personne en bonne santé, elle s'attend à avoir une réserve illimitée de cuillères. Mais quand on est malade ou quand on est diminué et qu'il faut planifier sa journée, en fait, bah, il faut savoir précisément avec combien de petites cuillères on commence sa journée. Euh, Ça ne garantit pas qu'on ne risque pas d'en perdre en cours de route, mais au moins, ça peut se permettre de savoir d'où on part et pour le coup, de se préserver en fait par rapport aux dépenses énergétiques qu'on devra engager. Alors, qu'en est-il d'une personne qui est en burn-out? Ben, au début du burn-out, en fait, il n'aura peut-être, enfin, cette personne n'aura peut-être que trois petites cuillères pour la journée, vous voyez? Donc, charge à elle de réfléchir à la manière dont elle devra les utiliser. Quand on est en pré-burn-out, il y a des signes annonciateurs hein, qui vont mettre le corps un peu sous pression. Et puis sous la pression, quand le burn-out est là, ben, le barrage cède. Et l'eau, hein, qui correspond à l'énergie vitale, elle va s'écouler en une seule fois. Et alors, on est totalement épuisé, totalement KO. Donc la première priorité, c'est de reconstituer son capital énergie pour ne pas aller plus bas, en fait. Et puis la deuxième priorité, c'est d'accepter de prendre du temps, de prendre le temps pour reconstituer son flux d'énergie afin que son corps puisse redémarrer. Et pour ça, il faut des semaines, des mois, parfois des années. Et donc, c'est vraiment important de ne pas se mettre la pression. Et si vous faites partie de l'entourage d'une personne qui est en burn-out, de ne pas lui mettre la pression. Et je sais que parfois, ça peut être difficile. Euh, Ça signifie bah, qu'il ne faut pas utiliser en fait toutes ces petites cuillères et en garder quelques-unes pour son flux d'énergie. Donc, on verra plus loin comment on peut gagner justement des petites cuillères pour reconstituer son stock. Alors, quelles sont les causes du burn-out professionnel? Alors, le burn-out professionnel, il peut être la conséquence de pressions externes, comme la charge de travail, le rythme de travail, le manque de contrôle, les conflits de rôle, vous voyez, quand on nous donne des informations contradictoires, l'ambiguïté du rôle, on ne sait pas très bien où ça commence, où ça s'arrête, le manque de soutien social, le fait d'être un peu isolé, le fait de vivre des risques psychosociaux comme des agressions, du harcèlement, le fait aussi de vivre des conflits hein, internes ou avec
éventuellement les clients, par exemple. Donc tout ça, ce sont des critères finalement, enfin, ou des facteurs qui sont assez classiques et qu'on retrouve hein, comme facteur de stress au travail. Mais le burn-out, il peut être aussi la conséquence de pressions internes, hein, comme par exemple le perfectionnisme, l'ambition, le sens du devoir, le surengagement, ce qu'on appelle le locus of control externe, c'est-à-dire le fait d'attribuer nos réussites ou nos échecs à des éléments extérieurs sur lesquels finalement on n'a pas beaucoup de contrôle, hein, ou en tout cas sur lesquels on ne peut pas vraiment agir. Euh, donc la personnalité, l'histoire de chacun vont bien évidemment aussi venir colorer singulièrement l'entrée dans le burn-out, hein. C'est-à-dire que finalement, les causes, elles peuvent être multiples, aussi bien externes qu'internes. On verra dans une prochaine vidéo les profils de personnes qui sont susceptibles de faire un burn-out. Alors, le burn-out, c'est aussi un cocktail émotionnel, hein. C'est-à-dire qu'en plus des manifestations qu'on vient voir, en fait, eh bien, il y a un certain nombre d'émotions qui vont venir s'inviter hein, dans le burn-out. C'est intéressant parce que ça peut être aussi des signaux qui nous indiquent justement que peut-être on est en train d'entrer ou que peut-être on est en burn-out. Euh, dans la mesure où le burn-out nous fait perdre nos repères, nous sommes traversés en fait par de nombreuses émotions et ce processus de burn-out, il peut s'apparenter à celui du deuil en fait. Alors, quelles sont certaines des émotions qu'on peut avoir? Alors, il y a la honte, par exemple, hein, la honte d'avoir craqué, la honte de se montrer vulnérable, alors qu'on se croyait et qu'on était tellement fort et solide. C'est d'ailleurs ce que notre entourage, souvent, vous voyez de nous, hein, et ce qui explique parfois leur incompréhension, leur stupéfaction quand ils nous voient tomber. Soi-même, on ne se reconnaît pas, notre entourage non plus d'ailleurs. Alors qu'on était plutôt quelqu'un d'actif, là on est affalé dans le canapé, incapable de mettre un pied devant l'autre, on se sent bon à rien. On peut aussi se sentir inutile, et ce d'autant plus que le travail était quelque chose de central dans notre vie et que notre besoin de reconnaissance était nourri hein, à travers la reconnaissance sociale en fait, liée au travail. On peut aussi ressentir de la culpabilité, culpabilité de ne pas assurer, de faire reposer la responsabilité qui nous incombait sur d'autres, les collègues, les collaborateurs, ça peut être aussi à la maison, avoir l'impression de peser sur les autres, de ne pas euh, assurer, de ne pas faire ce qu'il faudrait qu'on fasse. Euh, on peut se faire des reproches ou que les gens nous reprochent aussi de ne pas faire voilà, ce qu'on est censé faire. Et c'est d'autant plus vrai, par exemple, quand on a des enfants et que parfois on n'arrive même plus à assurer voilà, notre rôle de père ou de mère. Et donc tout ça ne fait que raviver cette émotion de culpabilité. On peut ressentir aussi de la colère contre soi-même, hein, le fait de s'infliger tout ça, une colère parfois contre son employeur, contre son manager, contre ses collaborateurs, ses clients, qui ont pu être des facteurs de stress ou en tout cas des déclencheurs hein, de stress. Euh, on peut aussi parfois avoir une colère contre notre entourage qui n'a pas vu, qui comprend pas, dont on estime qu'il ne nous soutient pas suffisamment, qui peut-être manque d'empathie, hein. C'est vrai que c'est compliqué parfois quand on n'a pas vécu soi-même le burn-out de comprendre ce que ça engendre. Il peut y avoir de la frustration, hein, émotion assez cousine de la colère, et qui renvoie à un sentiment d'impuissance, au manque de contrôle. La tête voudrait bien, mais le corps ne suit pas, et la volonté ne suffit pas, ne suffit plus, hein. Il peut y avoir aussi du découragement, parce que malgré tout, on essaye, on s'acharne, mais ça marche pas en fait. C'est-à-dire que la tête c'est plus la tête qui décide, au fond, c'est le corps. Et le corps, en fait, il dit stop, il a dit stop et il peut plus, il veut plus. Euh, donc le découragement, c'est un mélange de colère et de tristesse. Et la tristesse, c'est une émotion précieuse parce que c'est important de l'accueillir avec bienveillance, parce que c'est ce qui va aussi nous permettre à un moment donné d'aller vers de l'acceptation, d'accepter que bah, certes, on a mis un genou à terre euh, et que c'est OK et que peut-être c'est salutaire aussi parce que ça nous montrait que on allait trop loin et que probablement on se faisait du mal en fait à soi-même. Et en fait, quand
le corps au fond disjoncte, même si c'est très douloureux. En fait, c'est une manière aussi pour lui de nous protéger en fait de quelque chose qui peut-être aurait pu être pire. Donc ces émotions, euh, bien que nécessaires et inéluctables, elles ajoutent en fait de la souffrance à la douleur, d'où la nécessité de les apprivoiser et d'accepter en fait sa vulnérabilité. Euh, c'est important de garder espoir, de rester patient parce que le temps fait son œuvre et souvent le burn-out va ouvrir une porte qui va nous permettre en fait de nous retrouver. Alors les risques consécutifs au burn-out, alors il y en a trois peut-être principaux. Euh, le premier, c'est un risque professionnel. Euh, la personne voilà, qui souffre évidemment peut nous conduire à une faute hein, qui est due à la fatigue, au surmenage, qui peut être irrévocable, en particulier dans des métiers à risque. Hein, je pense à des métiers liés à la santé, à l'éducation, par exemple. Euh, Parfois, voilà, euh, pour se protéger ou protéger ses collègues, eh bien, on va continuer à essayer de tenir, mais au fond, voilà, on n'est pas à l'abri voilà, de faire une erreur et de prendre des risques importants hein, pour éviter bah, voilà, des sanctions éventuellement disciplinaires, pénales ou autres à cause d'erreurs fatales. Il peut y avoir un risque physique, bien sûr, hein, qui peut entraîner, on l'a vu, des conséquences importantes sur le corps. On peut ressentir voilà, des vertiges, des malaises qui peuvent nous aider, nous amener à nous blesser, à faire de mauvaises chutes. On peut voir apparaître des troubles musculo-squelettiques qui peuvent perdurer. Et puis, il peut y avoir un risque mental, parce que le burn-out, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut soigner. Ça peut nous amener à une forte dévalorisation, une perte de confiance en soi, un sentiment d'inutilité, et puis parfois nous conduire à un état dépressif sévère. Euh, Dans les cas les plus extrêmes, hein, les conséquences, ça peut entraîner aussi des lésions neurologiques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, quand c'est possible, de s'arrêter en fait avant je dirais, de basculer dans l'effondrement justement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette deuxième vidéo. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez apportée à celle-ci. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les profils à risque. Nous verrons comment poser un diagnostic. Nous verrons aussi que faire quand on soupçonne un burn-out. Nous verrons aussi la durée d'un burn-out et les conseils que l'on peut donner à l'entourage. Je tiens également, pour conclure, à dire ici et à remercier euh, deux personnes notamment. Anne Évrard pour son livre dont je me suis inspirée, et puis également l'interview que Sandra Boré a réalisée du docteur Leuchémia en octobre 2024, et dont je me suis inspirée justement pour parler notamment du processus de burn-out. J'en profite pour la remercier pour le travail incroyable qu'elle fait au quotidien, et puis vous recommander vivement son site internet qui s'appelle Effervescience, qui est passionnant et extrêmement documenté. Moi, je m'appelle Mariette Strupp, je suis psychologue du travail. Je suis formatrice, coach et consultante. Je propose des formations, des bilans de compétences et également du soutien psychologique. Donc, si vous avez envie d'engager un travail personnel avec moi, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail, par téléphone et également sur Doctolib. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.